D'accueillir Caroline Fourest, journaliste, essayiste et réalisatrice de cinéma. Bonsoir Caroline, je ne dis pas ça par hasard, parce qu'on va parler de la polémique qui enflamme le monde du cinéma. Juste avant, vous êtes journaliste et directrice de Franc-Tireur. La une de Franc-Tireur cette semaine, le canon français, l'extrême bouffe, quand le pinard et le saucisson servent à exclure. On avait parlé de ces banquets ici même. Pour vous, alors c'est une lecture critique que vous faites de ces banquets quand le pinard et le saucisson servent à exclure. On critique ni le pinard ni le saucisson, je vous rassure. On critique uniquement certains événements avec des intentions politiques et financés par des gens qui ont des intentions politiques. Bien, la polémique qui enflamme le cinéma français. Donc on va résumer. Risque de contrôle fasciste dénonce une pétition d'acteurs, de réalisateurs, de techniciens. L'Empire Bolloré qui est directement visé, en l'occurrence Canal+, contre-attaque en disant c'est injuste et ceux qui signent cette pétition, nous souhaitons ne plus travailler avec eux. Et votre billet, votre lecture des événements, et si on évitait la caricature, de qui parlez-vous ? Je crois de tout le monde, parce que je pense qu'on est vraiment devant une escalade entre d'un côté des accusations exagérées et des réactions exagérées. Alors je le dis, David, avec ma double casquette, effectivement, de journaliste, d'essayiste et de réalisatrice. Et comme vous le savez, je fais partie des auteurs grassés qui, avec beaucoup de tristesse, ont dû claquer la porte de leur maison d'édition, avec d'autres, Richard Malka, Delphine Nerviller et de très nombreux autres, à regret, pour dénoncer le limogeage d'Olivier Nora, qu'on a vécu, à juste titre, je crois, comme une vraie mise au pas d'une maison d'édition qui représentait une maison commune de l'universalisme, peut-être d'une certaine exigence intellectuelle, et qu'on est en train de démolir, et que Vincent Bolloré est en train de démolir. Donc je peux être très critique sur l'impact parce qu'on est devant quand même un oligopole culturel du groupe Bolloré dans l'édition. Je suis très critique dans mon journal toutes les semaines sur l'impact que ça peut avoir dans la presse, et notamment encore récemment avec une propagande pro-russe qui se déploie sur CNews et dans le JDD qui est vraiment angoissante. J'ai un avis plus nuancé sur l'impact sur le cinéma. Parce que le mécanisme de financement du cinéma, c'est un peu plus compliqué qu'un actionnaire qui peut imprimer sa ligne et sa marque sur une ligne éditoriale, sur un journal ou sur une maison d'édition. Et du coup, j'ai trouvé honnêtement que la pétition de libération de ces 600 techniciens et acteurs du cinéma français était un peu maladroite. Alors un mot sur cette pétition, justement. Elle est maladroite à plusieurs titres, c'est-à-dire que d'abord, il y a le titre « Zapper Bolloré ». Ça pouvait que générer. Si vous annoncez que vous boycottez quelque chose qui est une des machines à financer le cinéma français, c'est pas une maison d'édition, c'est pas un journal, c'est vraiment une chaîne qui finance l'essentiel du cinéma français. Pour vous donner un exemple, David, 85% quasiment des films qui sont projetés à Cannes, encore cette année, sont financés par Canal+. Et ils vont du dernier Quentin Dupieux au dernier Jeanne Herry, en passant par le très bon L'Abandon de Vincent Garringue. C'est des films très différents, très pluriels, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et Canal+ les finance indistinctement. Parce qu'à la tête de Canal+, d'abord, il y a un homme qui est là depuis très longtemps, qui est Maxime Saada, qui est le garant aussi de ce professionnalisme. Il y a un directeur des accusations qui est Laurent Hassine, qui est aussi un grand professionnel. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui, tout en partageant l'inquiétude des signataires, et ils ont pris un risque à tirer la sonnette d'alarme, il faut leur reconnaître, tout en partageant le fait que, effectivement, plus un groupe avec un dirigeant politique qui a des idées politiques prend du pouvoir dans le milieu culturel, plus on a raison de s'inquiéter. Mais ils se sont peut-être inquiétés un peu tôt. Alors regardons peut-être les signataires, certains des signataires de cette tribune, peut-être les visages les plus connus. Ah oui, alors c'est aussi un des soucis. D'ailleurs, dans les signataires connus de cette pétition, vous retrouvez un peu toujours les mêmes. C'est des gens qui signent une pétition, je crois, tous les mois. Je ne sais même pas s'ils ont encore le temps de les lire. Et Adèle Haenel, elle prend pas beaucoup de risques. Elle a de toute façon arrêté le cinéma. Elle veut plus faire de films parce qu'elle trouve qu'en soi, c'est une machine capitaliste insupportable. Elle est proche d'un groupe Révolution Permanente qui, de toute façon, est d'un sectarisme tel que c'est difficile d'entendre des leçons de pluralisme ou de liberté venant de gens qui sont proches d'organismes eux-mêmes tellement sectaires qu'on se dit mais si ces gens-là étaient eux-mêmes à la tête de groupes culturels,
on serait pas tout à fait rassuré quant à la défense du pluralisme. Et puis, les autres signatures, je veux pas m'attarder, mais bon. On va citer Swan Arlo, qui est un très bon acteur, que beaucoup apprécient, qui était dans Anatomie d'une chute, notamment, qui a été diffusé peut-être pour la première fois en clair dimanche dernier. Anna Mouglalis, un visage très connu aussi, Juliette Binoche. Voilà certains des signataires, mais on l'a dit, il y en a 600, et quelques extraits peut-être de cette pétition. Eh ben on va entendre Harari qui était interviewé, le scénariste réalisateur qui justement a un film à Cannes. Arthur Harari, co-scénariste d'Anatomie d'une chute. Mais donc lui, il réagit, si j'ai bien compris. Peut-être voyons d'abord quelques éléments de cette pétition, des extraits que vous avez choisis. Oui, à mon avis, les deux passages qui posent vraiment souci, encore une fois, en plus du titre, parce que quand vous appelez au boycott, par définition, vous pouvez pas ensuite vous plaindre qu'on vous boycotte, donc c'était peut-être pas très malin, mais... Alors, surtout... en laissant le cinéma français aux mains d'un patron d'extrême droite, nous ne risquons pas seulement une uniformisation des films, mais une prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif. Là, c'est vraiment le meilleur moyen de ne pas convaincre les gens que vous voulez alerter et réveiller. Parce que d'abord, vous faites un procès d'intention avant qu'il y ait un drame, et ensuite, vous parlez tout de suite de fascisme. Donc, par définition, les gens vont décrocher au lieu de vous écouter. Alors que, en réalité, il y aurait été possible de faire un texte en disant « nous nous inquiétons », sans parler de fascisme, nous nous inquiétons d'un monopole, d'un quasi-monopole, ou en tout cas, vu la place qu'occupe Canal+ dans le paysage français et dans le cinéma français, nous nous inquiétons de voir que dans d'autres domaines, Vincent Bolloré a fait preuve de beaucoup d'arbitraire, beaucoup d'interventionnisme, et il faudrait pas que ça arrive à, encore une fois, une chaîne qui a, certes, et c'est là où il y a peut-être aussi un petit contre-pouvoir dont ils ne tiennent pas compte, c'est que Canal+, contrairement aux autres outils culturels que possède Vincent Bolloré, a des obligations de financement qui sont rendues nécessaires par l'État. L'État oblige Canal+ à investir dans tellement de films, on est à plus de 190 millions, que quelque part, le pluralisme est garanti aussi par cette obligation. Ce qui est d'ailleurs la preuve que la régulation, ça peut marcher. Mais du coup, là, les termes employés écrasent un peu la complexité de ce qu'est Canal+ aujourd'hui, qui ne peut pas se réduire à Vincent Bolloré et qui ne peut pas se réduire à ce que Vincent Bolloré fait dans d'autres secteurs culturels. Et c'est ce qui fait, David, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, encore une fois, je vous le disais, tout en partageant cette inquiétude, n'ont pas signé cette pétition. Alors, la réaction de Maxime Saada, le patron de Canal+, qui lui a dit « Je n'ai pas envie de travailler avec des gens qui me traitent de crypto-fasciste, désolé ». Et il a dit « C'est un procès injuste » en citant les films que vous avez nommés. Il y en a beaucoup d'autres. Voilà, Oui, parce qu'il a sans doute été honnêtement très blessé, je pense, par l'accusation, évidemment. Ensuite, il a d'autant plus été blessé qu'il y avait à chaque projection là pendant le Festival de Cannes, pour des films encore une fois très 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 différents, dont ceux que je vous ai nommés, le logo Canal+ était hué, et de la part de quelqu'un qui les a financés et qui a aidé des gens aussi variés, je comprends qu'il ait été blessé. Mais du coup, il a peut-être aussi un peu surréagi sous le coup de l'émotion. Il faut dire qu'à Cannes, on travaille beaucoup et on dort très peu. Donc peut-être que tout le monde est un peu sur les nerfs. Il a surréagi aussi en donnant le sentiment que du coup, il allait lui-même boycotter les gens qui avaient signé cette pétition. Ce qui, pour le coup, venant du patron de Canal+, est une mise en garde extrêmement forte, parce que de fait... Une maladresse aussi pour vous. Ah oui. C'est une surréaction à une accusation exagérée. Donc c'est là où on parle d'escalade. Parce que là, on a dit, voilà, il y a des listes noires à Canal+, et désormais, toutes les personnes qui ont signé cette pétition ne pourront plus travailler, parce que vous l'avez dit, Canal+, c'est 85% du financement des films. Donc on a dit, liste noire, boycott, bref, on l'a accusé, finalement, de confirmer les soupçons qui étaient exprimés dans cette pétition. En tout cas, je pense que lui a peut-être réagi sous le coup de l'émotion. Le problème, c'est qu'on est dans une situation qui piège tout le monde, en réalité. Qui piège les comédiens, les réalisateurs, les producteurs et aussi les acteurs et les professionnels de Canal+. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'angoisse, il y a un tel malaise, une telle peur que chaque mot serve à vous valoir des mesures de rétorsion. On parle quand même, David, pour que les gens comprennent, monter un film, c'est la chose la plus dure au monde. Ça peut prendre 3 à 5 ans quand on y arrive, et c'est un miracle quand on y arrive. Et effectivement, c'est d'une fragilité économique, c'est un rêve
pour beaucoup de réalisateurs et producteurs et acteurs, ce sont des rêves qui peuvent s'écrouler à tout moment. Donc effectivement, dans ce contexte-là, des réalisateurs, des producteurs qui vont vouloir monter des projets dont ils savent qu'ils ne peuvent pas se passer du financement de Canal+, ils vont sans doute hésiter à mettre dans leur casting des acteurs qui ont signé ce texte. Donc il est encore possible de redescendre. Là, j'utilise une expression qui est pas la mienne, qui est celle du patron de l'Arcom que je voudrais qu'on écoute, qui lui-même, avec d'autres professionnels du CNC et d'autres institutions culturelles, tout le monde appelle un tout petit peu à la désescalade. Écoutons. Le cinéma a besoin de Canal+, Canal+ a besoin du cinéma. Je vous dirais que le cinéma a besoin de Canal+, et du CNC, et du service public. Voilà. Ensuite, je pense qu'il y a quand même de nombreux acteurs qui doivent se parler, redescendre un peu après la vivacité des polémiques. C'était aussi le même son de cloche qu'on a eu beaucoup en conférence de presse pendant Cannes, donc parce qu'effectivement, du coup, ça fait partie de la tradition de Cannes. Il n'y a pas de Cannes sans polémique, mais du coup, on parle quand même beaucoup moins des films. Or, on a quand même envie de pouvoir encore se rassembler autour de discussions qui ne portent pas que sur la politique ou que sur l'idéologie, mais qui portent aussi un peu sur des histoires de vie et sur de la culture. C'est là où c'est pas des polémiques qu'il faut prendre à la légère. Ça ne parle pas d'un petit milieu et ça ne parle pas d'une petite caste. Ça parle de notre patrimoine culturel, ça parle de notre agora commune, de est-ce qu'on peut encore rire ensemble, est-ce qu'on peut pleurer ensemble, est-ce qu'on peut encore voir des œuvres ensemble et discuter d'autres choses que est-ce que c'est un film de droite, de gauche, est-ce que c'est récupéré par un tel ou par un tel. Et donc c'est pas un petit débat. Et sur ces questions, d'ailleurs, tous ceux qui ont été interviewés, réalisateurs, souvent d'ailleurs des réalisateurs de gauche, je pense à Pierre Salvadori, dont on va peut-être voir la citation, puis on va écouter ensuite Jeanne Herry et aussi le producteur Alain Attal. Alors voyons peut-être les déclarations. Ont essayé de réagir de Pierre Salvadori avec la complexité de la situation. Est-ce qu'on les a, ces déclarations ? On les a. On a Pierre Salvadori en extrait, en verbatim, et ensuite on va écouter les sonores en conférence de presse des réalisateurs et des acteurs, mais dans le sens que vous voulez. Allons-y. Je comprends d'où est née cette tribune. Elle est née d'une peur, d'une anxiété. C'est sûr que quand derrière on entend liste noire, menace, moi je peux parler comme réalisatrice. Il se trouve que le groupe Canal est très 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 important dans ma vie professionnelle. Depuis le début, j'ai été toujours soutenue par Canal+ et distribuée par Studio Canal. Le jour où on me demande de faire un autre film, de faire une biographie de je ne sais qui, bon bref, vous voyez ce que je veux dire, j'irai me faire voir ailleurs et je ferai plus des films si on me les laisse pas faire avec liberté. Je suis confus et emmerdé de cette réaction, évidemment, et on est tous d'accord de cette réaction à chaud qui crée une espèce de liste noire. Et en même temps, on est emmerdé parce que on a une formidable maison qui soutient la diversité. Souleymane ne serait pas fait sans Canal. Voyez, voilà. Alors il faut préciser, Pierre Salvadori. C'est la Vénus électrique. Vous avez sans doute entendu parler de ce film. Qui a ouvert le festival. Voilà, qui est salué par la critique. Jeanne Herry, c'est la réalisatrice de Garance. Et Alain Attal, qu'on vient d'entendre, c'est le producteur, si je ne m'abuse, de Garance également. Tout ça pour dire que le monde du cinéma, il y a beaucoup de voix qui s'expriment pour dire qu'il faut calmer le jeu. Oui, mais parce que s'exprime là quelque chose qui est de l'ordre de la complexité. C'est qu'encore une fois, on vit dans un monde où vous pouvez... D'un côté, par exemple, c'est mon cas, dans mon journal, nous sommes très très critiques, encore une fois, de ce que peut faire le groupe Bolloré, en termes de désinformation parfois, ou de propagande pro-russe. Mais dans le cinéma, Canal+, bien que sous le chapeau de Vincent Bolloré, au-dessus de Maxime Saada, Maxime Saada finance des films qui déplairaient beaucoup, par exemple, à ceux qui commentent sur CNews ou à ceux qui écrivent dans le JDD. Et ça, tant mieux, il faut préserver cette complexité, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas traiter, parce que c'est injuste, tant qu'il y a, encore une fois, des grands professionnels et que leur liberté, leur indépendance est respectée, et surtout tant que l'obligation de financer le cinéma français est respectée, dont même le groupe Canal+ va au-delà, il finance au-delà de l'obligation. Donc par définition, il finance des gens très différents, et j'en reviens à l'affaire Grasset. Encore une fois, vous m'aviez dit un jour... David, quand on préparait l'émission sur l'affaire Grasset, et après tout, on va vous dire, quelqu'un qui achète une maison, est-ce qu'il n'a pas le droit d'en faire ce qu'il veut ? Il est patron.
Non, la culture, les médias, ce sont des secteurs à part. Parce qu'encore une fois, ils touchent de l'ordre à l'agora commune. Et je vous avais donné un exemple que j'ai oublié de rappeler à l'antenne, mais je me disais, si demain le Qatar rachète le musée du Louvre, pour se décentrer un peu, pour oublier 5 minutes Bolloré, le Qatar, aux États-Unis et en Angleterre, rachète des fois des chaires dans des universités. J'avais beaucoup bataillé quand, à Oxford, Tariq Ramadan avait obtenu une chaire parce que le Qatar l'a financé. On peut dire, après tout, c'est le Qatar qui paye, c'est le Qatar qui décide. Sauf que les universités, pareil, c'est pas exactement la même chose que s'acheter une galerie d'art ou s'acheter un commerce qui vend des shampoings. Le musée du Louvre non plus. Et le musée du Louvre non plus. Si demain, mais je vous donne un exemple pour qu'on essaie de comprendre pourquoi ça dépend aussi. On a un peu oublié des hommes, des femmes qui sont chargés, à la fin, pas seulement de ceux qui financent, ceux qui sont chargés d'organiser la culture. Si le Qatar mettait de l'argent dans le musée du Louvre, mais qu'il y avait des garanties d'indépendance et qu'il y avait un conservateur qui était absolument libre de conserver la programmation du musée du Louvre, peut-être que la polémique ne prendrait pas. Si du jour au lendemain, le Qatar achetait le musée du Louvre et disait les tableaux avec les nus, allez, on les enlève, on les écarte, ça on veut pas, puis on va faire une petite exposition sur les aquarelles peintes par des princes et des princesses de la famille qatari. Là, on verrait bien que même si ils payent, ils ne peuvent pas décider de tout. Parce qu'encore une fois, un musée, c'est aussi quelque chose de précieux. Le cinéma, c'est notre musée commun en termes de culture. La presse, l'édition, c'est pareil. Donc, tant qu'il y a des grands, on redécouvre une deuxième chose qui est complexe. On redécouvre la force des corps intermédiaires. C'est-à-dire, encore une fois, que l'argent ne décide pas de tout. L'argent choisit des talents et des personnalités qui ont du talent, mais il faut laisser faire les personnalités qui ont du talent pour qu'elles-mêmes puissent être des protecteurs et des gardiens du talent des autres. Et c'est ça qui se joue, et c'est la différence entre Grasset et l'affaire Canal+. C'est la différence où lorsque Olivier Nora était totalement libre de continuer à faire son métier, même au sein du groupe Hachette, où Vivendi et Vincent Bolloré étaient majoritaires, ça ne posait pas problème, puisque tant qu'Olivier Nora était maître en sa maison, il n'y avait pas de raison d'en partir, parce que ça a été aussi une des polémiques. Hachette est même, je vais vous dire, un élément de complexité supplémentaire. Les gens qui pensent que c'est la bataille entre les éditeurs indépendants et les grands groupes, ou entre les petites chaînes indépendantes et les grandes chaînes, ça ne marche pas comme ça. Moi, comme auteur, j'ai plus de 22 ou 23 livres à mon actif. J'ai passé la première moitié de ma vie chez des éditeurs indépendants. Je n'ai jamais été payé. Parce que les éditeurs, les petits éditeurs, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils sont pas très transparents non plus. Les grands groupes sont très transparents. Mais si les grands groupes deviennent, encore une fois, des machines à broyer le pluralisme, l'indépendance d'esprit, ça marche plus. Vos questions, vos réactions, vos commentaires. Jean-Marie Le Guen ? Oui, moi je trouve qu'il y a indiscutablement de part et d'autre des maladresses et de l'émotion. Sauf que je trouve quand même que l'initiative qui a été prise, elle part d'une ambiance idéologique qui est problématique parce qu'elle a vocation à polariser la société absolument. Et à faire s'opposer absolument tout le monde avec tout le monde. Et donc, je pense qu'il y a à la fois des initiatives personnelles, de l'émotion, tout ça, bon, je le comprends. Pour partie, je peux le partager. J'ai été assez choqué par la réaction de Maxime Saada, même si je constate et je sais qu'il gère l'entreprise. Mais la pétition, elle vous choque, Jean-Marie Le Guen ? Moi, elle m'a dérangé, oui, parce qu'elle participe pas simplement à des choses, un procès d'intention, alors qu'elle fait à Bolloré, mais pas à Bolloré, à Canal+. C'est donc pas exactement la même chose, alors qu'il n'y a pas de matérialité aujourd'hui sur cela. Et deuxièmement, je vois d'où ça vient et où ça va. Excusez-moi, là, je fais de la politique. C'est pas neutre. C'est crier. C'est-à-dire que c'est une. C'est crier avant d'avoir mal. Mais oui, mais c'est crier avant d'avoir mal pour se donner bonne conscience. Voilà. Et ça, c'est une vraie question parce que ça polarise. On n'est pas dans le fascisme en France, et contrairement à tous ceux qui veulent nous le faire croire et qui en fait ne crient au loup et font venir le loup quelque part quand ils ne le jouent pas pour lui. Là, c'est sans arrêt quoi. Et bientôt, vous parliez tout à l'heure des fromages. Et ben sur les fromages, ça sera pareil. On va polariser la société. Surtout, tout devient politique et tout devient. Si c'était que politique, ça irait encore. Mais on est dans le fantasme. Il y a indiscutablement des risques Bolloré quand on voit ce qu'il dit dans le JDD. Bon, très bien. Il y a un problème Grasset quand il y a la question Nora, mais il n'y a pas un monde dans lequel on vit sous Bolloré. Donc tout ça est très
manichéen, me semble-t-il, Emmanuel. dangereux. Moi, je trouvais que c'était un peu hypocrite parce que c'est crier avant d'avoir mal, il n'y a pas de matérialité, et en même temps, c'est des gens qui n'ont pas tiré pour eux-mêmes les conséquences de leur alerte. C'est-à-dire que si l'argent est sale, on ne l'accepte pas. Enfin, faut être honnête avec soi-même. Si on est gêné par cette source de financement, ben on fait autrement. Enfin, ça s'appelle l'honnêteté intellectuelle. Dominique. Dans la plupart des cas, les pétitions ne font courir aucun risque aux pétitionnaires. Là, ils ont couru un risque, ils ont pris leur risque, et bien ils ont perdu, ils ont pris une balle en retour. Je n'aimerais pas être traité de crypto-fasciste. Canal+, c'est sur 3 ans, 25, 26, 27, 500 millions d'investissements dans le cinéma. Et ce qu'il y a beaucoup dans l'ensemble de ces films financés, beaucoup de films crypto-fascistes, voire même de droite. Je n'en suis pas tout à fait certain. Il n'y en a pas beaucoup. Pardon, j'en suis pas tout à fait certain. Donc je me dis, vraiment là, Urut a eu évidemment la bonne expression qui est « il crie avant d'avoir mal », il vaut mieux crier après avoir eu mal. Et je ne doute pas que dans le groupe Bolloré, il y ait des raisons de crier après avoir eu mal. Ou en tout cas de discuter éventuellement et de préparer et d'expliquer ses inquiétudes, de regarder, d'aller voir la personne, les gens de Canal+ qui sont en charge du cinéma. Et le nombre de titres que vous avez évoqués, Caroline, montre bien que il y a pas de problème aujourd'hui. Mais s'en inquiéter à l'avance, c'est normal, mais d'une façon qui ne se donne pas bonne conscience, mais qui peut être efficace. C'est-à-dire vraiment obtenir des garanties, essayer de comprendre comment ça risque de se passer, etc. Mais pas mettre en jeu, y compris le métier des techniciens. Parce qu'il y a toute une population dans le cinéma qui ne sont pas seulement les acteurs qui ont signé, mais tous les gens qui vivent du cinéma et qui peuvent avoir des problèmes. Bon. La pétition a dépassé les 1000 personnes, je crois, maintenant. Oui, parce qu'en réaction, du coup, il y a d'autres gens qui la signent, et en même temps, tout le monde s'est senti assigné à devoir réagir à quelque chose qui n'était pas encore arrivé. C'est ce que vous disiez, c'est la différence entre l'alerte et crier au loup. Et effectivement, il n'est pas impossible que le loup, du coup, ait plutôt le beau rôle, ou on espère ne finisse pas par arriver. Mais en plus, dans le cinéma, il y a quand même quelque chose qui est particulier, c'est que ce qui menace le plus le cinéma, c'est le conformisme. C'est-à-dire qu'il y ait des sujets qu'on ne puisse pas aborder, qu'il y ait des films qui ne puissent jamais se monter. Alors, pour finir sur une touche un peu positive, il y a eu un très joli événement à ce festival de Cannes, parce qu'en tout cas, moi, il m'a fait beaucoup de bien, je peux vous dire, sachant la difficulté qu'il y a à monter des films sur certains sujets, et notamment tous les sujets sensibles sur lesquels je travaille, liés à la laïcité ou aux menaces terroristes. Moi, j'ai été émue aux larmes de voir l'accueil qu'a réservé Cannes au film L'Abandon, sur le destin tragique et la mort et l'assassinat de Samuel Paty. C'est un très beau film, il est chirurgical, méticuleux, il est très réussi, il est très bien joué. Et là, pour le coup, vous voyez, le sectarisme, c'est aussi ceux qui, au Huffington Post ou quelques influenceurs aux cheveux rouges qu'on a vu expliquer que c'était la récupération, de l'instrumentalisation, voire que c'était islamophobe, parce qu'à la fin, le tueur criait à la Akbar. Je veux dire, il faut beaucoup de courage pour monter un film comme L'Abandon. Et en l'occurrence, c'est UGC qui porte le risque, c'est UGC le distributeur. Ils ont choisi de faire ce film bien avant que Vincent Bolloré commence à racheter des parts dans UGC. C'est une décision du groupe UGC. Sa directrice, Brigitte Mancioni, est connue pour être une personnalité, là aussi, qui a des valeurs, qui a des convictions. C'est un groupe qui peut faire des comédies qui nous font rire, très différentes, et qui peut faire des films courageux comme L'Abandon. C'est ça dont on a envie. On a envie de gens qui prennent des risques pour faire des choses belles, fortes, et des choses qui parfois sont des risques. Aujourd'hui, ceux qui prennent un vrai risque, c'est ceux qui font des films comme ça, je peux vous le dire. Merci beaucoup, Caroline.